Bienvenue. On va plonger ensemble dans une feuille de route pour comprendre le monde de la cybersécurité. Un monde où les menaces sont souvent invisibles, mais où les conséquences, elles, sont bien réelles et parfois dévastatrices. 62 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est à peu près la population de la France entière. Ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est le nombre de personnes, de vies, touchées par une seule et unique cyberattaque. Et voilà de quoi il s'agit. 62 millions de dossiers d'étudiants. Imaginez un peu. Des notes, des informations personnelles, des historiques médicaux, tout ça dans la nature. C'est la preuve brutale que derrière les lignes de code, il y a des conséquences très concrètes. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Que ce soit une compagnie aérienne comme Qantas, une appli de livraison de repas comme Grubhub ou même un géant de la tech comme Oracle, personne n'est à l'abri. La cybersécurité, ce n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par définir ce champ de bataille numérique, ensuite on verra la feuille de route pour se lancer, on se mettra dans la peau d'un attaquant, puis on explorera l'art de la défense, et enfin on parlera carrière et de cet état d'esprit si particulier qu'est celui du hacker. Aujourd'hui, tout est data. Une attaque par rançongiciel ou une fuite de données, ce n'est pas juste un petit problème technique. Non, c'est un véritable test de survie pour une entreprise. Ça touche à tout. Sa réputation, ses finances, sa capacité à continuer d'exister tout simplement. Bon, mais alors, comment on fait pour passer du côté de ceux qui protègent? Comment devient-on un défenseur du numérique? C'est ce qu'on va voir avec cette feuille de route, un chemin qui mène du niveau débutant à celui de pro. Le parcours peut faire un peu peur au début, mais en réalité, il est assez logique. Tout commence par la base. Il faut maîtriser les systèmes comme Linux et Windows et comprendre comment les réseaux fonctionnent. Ensuite, on valide ces bases avec une certification, par exemple Security+. Et c'est là que ça devient passionnant. On peut se spécialiser. Hacking éthique, investigation numérique. Mais le vrai secret, c'est l'étape 4. Ne jamais s'arrêter d'apprendre. Pour bien défendre un château, il faut savoir comment l'attaquant réfléchit. C'est exactement la même chose en cyber. Il faut penser comme l'adversaire, anticiper ses mouvements, trouver les failles avant lui. C'est ce qu'on appelle l'approche Red Team. Et souvent, la première étape d'une attaque n'a rien de technique. Ça s'appelle l'OSINT. C'est l'art de fouiller les informations publiques. Réseaux sociaux, articles de presse, rapports d'entreprise. C'est fou tout ce qu'on peut découvrir sur une cible sans même taper une seule ligne de code. Et pour cette phase de reconnaissance, il y a toute une panoplie d'outils. Chaque outil a un objectif bien précis. Nmap, par exemple, pour dessiner une carte du réseau. GoBuster pour trouver des pages web cachées. Sublister pour dénicher des sous-domaines. Bref, l'attaquant est un véritable arsenal à sa disposition. Prenons un exemple d'attaque très classique. L'attaquant voit une URL qui charge un fichier. En ajoutant juste quelques caractères, comme //, il va essayer de remonter dans les dossiers du serveur. Et s'il y arrive, il peut potentiellement accéder à des fichiers ultra sensibles, comme celui qui contient les mots de passe. C'est une faille basique, mais toujours aussi efficace. Bon, maintenant qu'on a vu comment l'attaquant travaille, changeons de casquette. Comment est-ce qu'on se défend contre tout ça? Comment les organisations se préparent et réagissent? Bienvenue dans le monde de la Blue Team. Face à une attaque, la pire ennemie, c'est la panique. La meilleure alliée, c'est la préparation. C'est là qu'intervient le playbook de réponse aux incidents. C'est un plan d'action super détaillé. Quand l'alerte sonne, pas de place à l'improvisation. On suit le plan, étape par étape, pour maîtriser la situation. Mais un plan, ça ne sert à rien s'il n'est jamais testé. Les meilleures équipes de défense s'entraînent sans arrêt. Elles font des simulations de crise, un peu comme des exercices d'incendie, mais pour le numérique. Ça permet de vérifier que tout le monde sait quoi faire et de corriger les faiblesses avant qu'un vrai attaquant ne les trouve. Et du côté de la défense aussi, il y a des outils. Les SIEM, par exemple, sont des systèmes qui aspirent et analysent en temps réel tous les journaux d'activité du réseau pour repérer des choses suspectes. Pour comprendre les méthodes des attaquants, on utilise des bases de connaissances, comme le framework MITRE ATT&CK. Et tout ça est géré depuis le SOC, le Centre des opérations de sécurité, qui est un peu la tour de contrôle de la défense. Tout ça c'est bien beau, mais concrètement, est-ce que ça mène à un métier? La réponse est un grand oui. Derrière chaque outil, chaque procédure, il y a des experts, des professionnels qui sont devenus indispensables. Au-delà de l'intérêt pour le sujet, il faut le dire, c'est aussi un secteur qui paye bien. La demande pour des experts en cybersécurité est énorme, bien plus grande que l'offre, et logiquement, les salaires suivent. En Europe, c'est une carrière très attractive, avec une belle évolution à la clé. Avoir les compétences, c'est la base. Mais pour le prouver à un recruteur, les certifications sont un atout majeur. Des noms comme Security+, CCNA, ça parle aux employeurs. C'est souvent ce petit plus sur un CV qui permet de décrocher un entretien. Mais au-delà de la technique, des outils, des certifications, il y a autre chose. Une sorte de qualité un peu intangible, qui fait toute la différence. C'est un état d'esprit bien particulier. Le cœur du hacking, c'est la curiosité.
Une curiosité sans limite. C'est le besoin de comprendre comment les choses fonctionnent en profondeur pour ensuite imaginer comment elles pourraient ne pas fonctionner comme prévu. C'est regarder un système non pas pour ce qu'il est censé faire, mais pour tout ce qu'on pourrait lui faire faire d'autre. Et c'est là que se situe le point le plus important. Avoir ces compétences, c'est comme avoir un super pouvoir et ça vient avec une énorme responsabilité. La seule chose qui sépare un hacker éthique d'un cybercriminel, c'est un mot: l'autorisation. Sans permission, tester un système, c'est illégal. Point final. La curiosité doit toujours être guidée par l'éthique. Finalement, les outils sont les mêmes pour tout le monde. Le code est neutre. Ce sont les mêmes connaissances qui permettent de bâtir les défenses les plus solides et de les réduire en cendres. La technologie, elle, n'a pas de morale. Le choix de ce que l'on en fait, par contre, est lourd de conséquences. Ce choix entre construire et détruire met en lumière à quel point il est crucial de protéger sa propre identité numérique. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier notre partenaire, privéalps.net, qui propose justement des solutions suisses de pointe pour garantir l'anonymat et la confidentialité en ligne. Voilà, on arrive au bout de cette feuille de route. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on décrypte la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt.